Arrivée du président à Sinématiali ce matin, accueil triomphal des populations, communion parfaite suivie de dons. Là encore, le président a insisté sur la paix, la réconciliation et le développement. Il a appelé les cadres de Sinématiali à l'union. La réconciliation et la paix, une priorité pour Aïchatou Mendaoudou Souleymane. Elle est la nouvelle patronne de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Elle remplace Bert Koenders, parti pour le Mali. Le Mali, où l'état d'urgence en vigueur depuis le 12 janvier a été levé ce samedi, et c'est à la veille du lancement de la campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle du 28 juillet. Bienvenue à tous. Sachez que l'usine de la société Gandour de Yopougon a été ravagée par un incendie très tôt ce matin. Nous reviendrons sur les faits avec notre reporter Chantal Akandan. Mais commençons tout de suite votre édition par Sinématiali. La commune a accueilli ce matin le couple présidentiel dans une ferveur populaire. Et comme partout où le président est passé, il a insisté sur la paix, la réconciliation et le rassemblement de tous. Pour le président de la République, son combat actuel consiste à renforcer la cohésion sociale en faisant davantage pour les couches les plus défavorisées et en bâtissant une nation moderne qui va au-delà des ethnies et des régions. Il a invité les cadres de Sinématiali à se réconcilier. Et avant l'arrivée du président de la République à Boundiali, la ville a fait sa toilette. Boundiali présente un meilleur visage grâce au programme présidentiel d'urgence. L'ambiance avant l'arrivée du chef de l'État à Boundiali avec Eugène Atoubé. Un charpentier, un décorateur et des volontaires pour les aider dans leurs tâches. Cette équipe prépare l'arc de triomphe au pied duquel le président de la République sera accueilli à l'escale de Saint-Purgo. On nous a donné 15 minutes, mais on aurait voulu toute une journée parce que tout le monde veut le toucher ici. Son passage ici sera vraiment gravé dans les mémoires de la population de Saint-Purgo. Le programme de la visite du président de la République à Boundiali, tel qu'élaboré, a obligé le chef-lieu de la région de la Bagoué à redoubler d'ardeur et d'ingéniosité dans les préparatifs de l'accueil. À l'entrée de la ville trône avec majesté l'arc de triomphe de Boundiali, prêt pour l'accueil dans la plus tradition sénophone de l'hôte de marque. Dans ces préparatifs, les transporteurs ont pris l'engagement, avec le soutien du conseiller régional, d'arpenter villages et hameaux pour aider la population à sortir massivement et dire Fota Manan et danser au président Alassane Ouattara. Ici, une vaste superficie d'environ 4 hectares, le site tel qu'aménagé peut contenir tout le flot humain que Boundiali et les localités environnantes ont mobilisé. Nous comptons sur nos populations, nous savons qu'elles aiment le président. Elles apprécient ce que le président a offert. Elles seront là, très nombreuses. Et je dis, nous espérons au moins 10 000 personnes sur ce lieu. Nous avons travaillé dans ce sens. La jeunesse est sensibilisée, les femmes sont informées, les vieux, toutes nos populations sont mobilisées. Boundiali est la dernière localité que visite le président de la République dans la région de la Bagoué. La giga mobilisation, selon ce que disent les populations, reste avant tout le fruit de la synergie d'action entre élus, cadres et forces vives de Boundiali. Et dans la région de la Bagoué, on compte beaucoup sur les femmes pour une mobilisation exceptionnelle. Cette visite du chef de l'État est une aubaine pour les agricultrices qui ont exprimé leurs préoccupations, nous dit Eugène Atoubé. Samedi, jour de marché à Boundiali, la ville grouille de monde et la circulation y est intense. Les hommes et les femmes en voiture, en bicyclette ou à pied sont arrivés des villages et hameaux environnants munis de leur production. En ce mois de juin finissant, qui coïncide avec la fin de la période des mangues, les commerçantes et les productrices de ce fruit sont les plus en vue. Le champ de mangue, là, chaque année, il faut balayer en bas là. Il faut essayer de protéger aussi contre les bœufs et puis les animaux sauvages aussi. Parce qu'ils viennent détruire les mangues. Bon, si on a les moyens, au moins des herbicides, tu peux essayer de pulvériser ça. Tout le secteur du vivrier est touché par le problème que vivent les productrices de mangue et s'étend jusqu'au secteur anacarde et karité. À Boundiali, les femmes exerçant dans ce domaine sont gagnées par le découragement et c'est peu dire. Ouais, c'est les moyens que les mangues, sinon elles font bien leur travail. Bon, je vais leur dire, ils n'ont qu'à bien ramasser que le prix va augmenter parce qu'elles se découragent qu'actuellement il n'y a pas de prix.
Donc je leur ai dit, non, qu'à ramasser et puis bien sécher. Si c'est bien propre là, on va prendre avec un prix abordable, très haut. Les femmes de Boundiali espèrent qu'avec la visite du président de la République dans la région de la Bagoué et sans doute aussi la présence à ses côtés de la première dame, Dominique Ouattara, elles auront une explication et une réponse claire à la question du fonds d'aide aux femmes. Ça fait au moins 4 mois comme ça, nous avons déposé le dossier. On nous dit de patienter. Bon, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore accès à ce fonds. Ce que nous, les agricultrices, nous demandons à la première dame, puisque ce fonds, nous, on avait besoin de ça pour faire nos labos. Si on peut faciliter l'accès à cet argent pour que nous puissions faire nos labos. On est toujours impressionné par le courage des femmes de Boundiali et leur abnégation au travail, comme dans tout le nord du reste. Mais dans cette région austère et dure, le travail ne leur permet pas de sortir de leur état de pauvreté. Ainsi, pour ces femmes, toutes les actions menées par le gouvernement et la première dame pour les soutenir dans leur activité leur paraissent hors de bénéfice. Boundiali attend avec impatience le couple présidentiel cet après-midi. Et dans le district des Savanes, la Géroute est présente sur le terrain. Elle sensibilise au respect des feux tricolores. Le point avec Ali Djarasouba. Korogo, capitale de la Côte d'Ivoire, le temps d'une visite d'État. La ville atour d'une mégalopole brillante et futuriste. Une modernité fort bien illustrée par les travaux d'Hercule engagés sur les artères principales bitumées. Il y a aussi les feux tricolores tout neufs qui brillent à nouveau après plus d'une décennie. Justement, les usagers de la route, automobilistes et en grande partie les motocyclistes doivent réintégrer le respect de ces installations qui ont pour but de réguler la circulation. Elle est difficile la réadaptation, mais elle s'impose si l'on veut préserver des vies, éviter des accidents. Les feux sont là pour gérer l'espace qui est utilisé par tous les usagers. Il est donc important de savoir que parmi ces usagers, certains ont eu une formation à travers le permis qu'ils ont passé et qui savent ce que c'est qu'un feu. Mais beaucoup d'entre eux ne sont pas passés par l'auto-école et ne savent pas comment fonctionne véritablement le feu. On peut dire que ce sont des autodidactes et il est important pour nous de bien formaliser ces connaissances-là pour faire en sorte que les feux soient efficaces, qu'ils permettent d'éviter les accidents. À Korogo, la motocyclette est très prisée des populations. Réputée pour être indisciplinée au feu tricolore, ces usagers semblent désormais avoir pris conscience de leur devoir de respecter ce feu. Peut-être à cause de la présence dissuasive des forces de l'ordre. Quand c'est vert, on passe, quand c'est rouge, on s'arrête. Mais dans l'orange, ça peut dire que le rouge doit s'allumer. On passe dessus. T'as vu, je suis arrêté, non? Voilà. Donc si le vert sort, là, je m'en vais. Voilà. Vraiment, c'est bien, on est content. Les policiers et gendarmes sont obligés d'interpeller eux-mêmes des usagers manu militari pour leur demander de s'arrêter quand le feu est rouge. C'est sûr que la sensibilisation s'impose afin que ces habitudes dans l'intérêt de tous soient intégrées. Une sensibilisation qui devra être relayée par les premiers concernés, les usagers de la route eux-mêmes. Et rappelons qu'après Cinématiali ce matin, cet après-midi, le président est attendu à Boundiali. D'autres éléments sur cette visite vous seront proposés dans le journal télévisé de 20h. Journée mouvementée pour le Premier ministre hier, à peine rentré de Yamoussoukro où il a pris part à une rencontre sur la SECNA. Daniel Kablan-Duncan a échangé ici à Abidjan avec 2 délégations d'opérateurs économiques. Tous 2 sont venus à la primature pour explorer les possibilités d'accroître leur investissement en Côte d'Ivoire. Le point avec Léon Bro. Dernière délégation a échangé avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan ce vendredi 5 juillet. Le groupe Tata, l'industriel indien spécialisé dans environ 90 domaines d'activité, est venu s'enquérir de l'examen de sa volonté d'investir en Côte d'Ivoire, exprimé au Premier ministre lors de son récent séjour à New Delhi. Centre d'intérêt du groupe indien, les mines, l'énergie et le transport. À partir de maintenant, nous avons une société Tata Côte d'Ivoire qui existe. C'est le début de notre relation et nous sommes très intéressés par un partenariat technique avec Sotra. Et nous avons déjà un parc de véhicules qui roule chez Sotra et nous sommes intéressés de fournir encore des véhicules pour Sotra et aussi un soutien technique
Et nous sommes aussi intéressés de faire un montage de bus localement ici. Avant le groupe Tata, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est entretenu avec une délégation du groupe de banque français BNP Paribas. Sujet évoqué, la santé économique de la Côte d'Ivoire. L'économie se comporte plutôt bien. Je crois que le développement est là. Le Premier ministre a expliqué ces différentes initiatives dans les différents secteurs primaires, secondaires et tertiaires, qui est vraiment impressionnant. Et je crois que nous sommes là, ensemble avec les autres acteurs, pour essayer à participer à ce développement. La délégation du groupe BNP Paribas a également rendu compte des conclusions de son séminaire d'Abidjan au Premier ministre. Ce séminaire pour analyser les résultats de l'année écoulée et les plans d'action à entreprendre a réuni les responsables des 6 implantations d'Afrique subsaharienne du groupe BNP Paribas. Madame Aïchatou Mendaoudou Suleiman est la nouvelle patronne de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Elle remplace Bert Koenders, parti pour le Mali. Elle est arrivée hier à Abidjan pour prendre fonction. Ses priorités, la paix et la réconciliation. Doigt de laser. Aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est à 16h25 que la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire, Aïssatou Mendaoudou Suleiman, foule le sol ivoirien. Sourire aux lèvres pour exprimer la joie de retrouver une Côte d'Ivoire paisible après la crise post-électorale qu'elle a vécue en 2011. Selon la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire, la réconciliation et la paix sont les priorités au cours de son mandat. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer le peuple de Côte d'Ivoire, son gouvernement, avec à sa tête le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. J'encourage toutes les forces vives de la nation et particulièrement les femmes à poursuivre sans relâche les efforts qui ont déjà été déployés pour la paix, la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Exprimer ma détermination, celle de l'ONUCI, celle de toute la famille des Nations Unies, à continuer de soutenir tous les acteurs dans leurs efforts pour la réconciliation et une paix durable en Côte d'Ivoire. 20 ans d'expérience et une carrière remarquable au sein du gouvernement du Niger comme ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Elle a présidé le Conseil des ministres pour la médiation et la paix et a dirigé l'engagement de la CEDEAO dans la promotion de la paix et de la réconciliation en Côte d'Ivoire, au Togo et en Guinée-Bissau de 2005 à 2007. Et comme annoncé tout à l'heure, l'usine de la société Gandour, située à la zone industrielle de Yopougon, a été ravagée par un incendie très tôt ce matin. Notre reporter Chantal Akandan est sur les lieux. Bonjour Chantal, quel est le point de la situation sur place? Bonjour Delphine, nous sommes en zone industrielle de Yopougon, sur le site de l'usine qui vient de prendre feu. Depuis 2 heures du matin, dirait-on, l'incendie s'est déclenché à l'intérieur de l'usine Gandour. On ne déplore aucune perte en vie humaine, mais beaucoup de dégâts matériels. Nous sommes donc avec le commandant Koné Naklan, commandant en second du groupement sapeurs-pompiers militaires d'Abidjan. Il va nous faire un point sur cet incendie. Nous avons été alertés aux environs de 4h05 pour un incendie, un violent incendie au niveau de l'usine Gandour. Et lorsque nous sommes arrivés, vu l'intensité du feu et la surface sur laquelle qui était énormément grande, nous avons dû faire appel à tous nos engins et nous avons demandé un renfort au niveau de la CIR, également au niveau de la SETV, et nous avons eu un renfort de la LICON et je dirais de l'ONUCI. Donc ce sont au total près de 11 engins qui sont en œuvre pour maîtriser ce feu. À l'instant où je vous parle, je peux confirmer que le feu il est maîtrisé, il est maintenu, je dirais, dans son volume et qu'il ne pourra pas prendre de propagation. Par contre, nous sommes confrontés à des produits qui sont des produits chimiques et des produits gras. Et donc l'extinction, évidemment, sera un peu plus longue. Nous avons eu 2 blessés, un pompier et un civil qui ont été pris en charge et évacués donc, dans des centres sanitaires. Les pompiers sont toujours sur place. Nous restons là avec eux pour voir comment les choses vont se terminer.
Merci Chantal. Nous aurons donc plus de détails sur cet incendie dont les causes restent encore inconnues dans nos prochaines éditions. Après la phase de sensibilisation, l'unité de lutte contre le racket et l'observatoire de la fluidité routière vont passer à la phase répressive. Mais avant, les acteurs du monde du transport ont été conviés à une séance de travail où ils ont fait le bilan de la phase de sensibilisation. Le point avec Noël Nyagno. Usagers de la route, transporteurs, propriétaires de véhicules personnels, le racket, ce sera bientôt un vieux souvenir. Parole de l'unité de lutte contre le racket et l'observatoire de la fluidité des transports. Parce que l'origine du mal est connue après enquête et action sur le terrain partout en Côte d'Ivoire. Où nous avons interpellé au jour d'aujourd'hui près de 221 agents. Il y a eu 17 procès qui ont eu lieu, 3 procès civils et 14 procès militaires. Il y a eu 8 civils qui ont été condamnés pour des actes de corruption, d'extorsion des fonds. Il y a eu également 32 corps habillés, police, gendarmerie et puis FRC qui ont été condamnés par le tribunal militaire. Nous avons fini par trouver que c'est le monde du transport, les acteurs même du transport qui ne s'impliquent pas véritablement. Le remède prescrit l'application de la réglementation en la matière. Aucun usager de la route ne se déporte vers les agents pour un quelconque contrôle. Laissez l'agent venir vers le véhicule pour le contrôle. Les résultats obtenus ont été rendus publics ce vendredi au cours de la séance de travail avec les acteurs du monde du transport. Plus de 300 pièces avaient été retirées. Et dans un esprit de sensibilisation, d'information, de communication, les pièces ont été restituées. Et à l'intérieur de ces pièces, plus de 100 000 francs avaient été glissés pour être remis aux forces de l'ordre. La coordination des gares routières et le Haut Conseil du patronat saluent l'action des pouvoirs publics et les invitent à tout mettre en œuvre pour éradiquer le fléau. Aujourd'hui, avec la situation que la Côte d'Ivoire connaît, c'est-à-dire un nouveau départ, il faut que ces volets-là, ces programmes de changement de mentalité soient pris en compte de façon transversale. À compter du lundi, démarre la nouvelle phase de sensibilisation, une sorte de main tendue aux irréductibles. Après, ce sera la phase de répression. 500 millions de francs CFA ont été injectés par l'ADDR dans le district de Savanes pour la réintégration dans le tissu social de 500 ex-combattants. Les détails avec Kwadjo Kwame. 500 millions de francs CFA, c'est le montant décaissé par l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration ADDR pour la réintégration socio-économique de plus de 500 ex-combattants. Objectif, contribuer à la création d'un environnement sécuritaire favorable au développement. Certains ex-combattants ont exprimé le souhait d'être réinsérés dans le domaine du transport, dans le domaine du commerce, dans le domaine de la mécanique. Nous leur avons remis leurs clés et leurs carnets. Ces ex-combattants de Korogo, Bundiali, Kouto et Ferke, auparavant sensibilisés, démobilisés et formés aux notions du VIH-Sida, à la gestion coopérative, à l'éducation civique et citoyenne et à la comptabilité simplifiée, viennent de recevoir les clés de 350 tricycles et des carnets de compte d'épargne de 800 000 francs CFA chacun. On pensait que c'était au moins un rêve, mais aujourd'hui c'est devenu une réalité et j'en suis très fier. Ce que je faisais avant, c'était du commerce. Avec cet argent, ça peut m'aider à développer mon commerce encore. Vraiment, je remercie l'ADDR. J'ai une moto. Vraiment, je prends pour chercher les prix de pain pour ma petite famille. Au total, le district des Savanes compte 3 985 ex-combattants, dont la majorité est composée d'artisans confirmés, de commerçants et d'agriculteurs. Seuls 1224 ont entamé ou achevé le processus d'intégration, soit 31%. Par ailleurs, les ex-combattants ont offert 2627 kits d'accouchement aux populations du district des Savanes et présenté leurs excuses à la nation pour les exactions commises pendant la crise. Très peu de cas de maladies professionnelles sont diagnostiqués en Côte d'Ivoire. Cette situation préoccupe la CNPS. Alors, comment y remédier? La Caisse nationale de prévoyance sociale a décidé de former les médecins à la prise en charge des victimes de maladies professionnelles. Victorine Yaouyobwe.
De 2000 à 2010, la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS a enregistré 70 127 accidents de travail contre 133 cas de maladies professionnelles. Médecins, pharmaciens, gestionnaires des ressources humaines, tous s'accordent pour dire que 133 cas de maladies professionnelles déclarés en 10 ans, c'est peu. Ce n'est pas pourtant les métiers dangereux qui manquent en Côte d'Ivoire. Il est plus facile de déclarer un accident du travail. Par contre, une maladie professionnelle, il faut d'abord 2 conditions. La première condition, il faut que la maladie qui va être déclarée à la CNPS soit inscrite sur une liste qui a été validée par l'Assemblée nationale. Et cette liste comporte 42 maladies. Cette liste dont il est question est une liste qui date depuis 1969. Donc la mise à jour des maladies n'a pas suffi. Le deuxième cas, c'est la difficulté de faire le diagnostic ou bien d'apporter les preuves. L'une des priorités, c'est la mise à jour de la loi de 1969. La CNPS a présenté au gouvernement 3 nouvelles maladies professionnelles pour compléter à 45 le nombre d'affections professionnelles reconnues par le législateur ivoirien. Il s'agit des affections provoquées par le bois, celles dues à certains gestes et postures au travail, et les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par les charges lourdes. Par contre, les maladies provoquées par les technologies de l'information et de la communication n'y figurent pas. C'est la preuve que la seule révision de la loi ne peut prémunir les travailleurs des risques auxquels ils sont exposés au quotidien. C'est pourquoi la CNPS préconise la prévention. En attendant, il revient aux médecins de diagnostiquer les maladies professionnelles déjà reconnues pour permettre la prise en charge des victimes. La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire a déposé un préavis de grève en juin dernier. La raison, mauvaise condition d'études des étudiants. Face à cette requête, le vice-président de l'université Nangui Abrogwa réagit. Pour lui, la raison évoquée n'est pas valable. Beket Aliko et Manyamie. Non-délivrance des cartes d'étudiants, absence de sensibilisation au système LMD, licence, master, doctorat et manque de communication sur certains résultats d'évaluation. Autant de problèmes soulevés par les membres du bureau de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI. Pour exprimer leur mécontentement, ils ont déposé en juin dernier un préavis de grève à la présidente de l'université Nangui Abrogwa. Face à ces préoccupations, les responsables de l'université Nangui Abrogwa réagissent. Lassina Koulibaly, vice-président de l'université Nangui Abrogwa, affirme que près de 400 cartes d'étudiants ont été éditées et plus de 300 ont déjà été retirées. Il précise également que les étudiants ont déjà été sensibilisés au système LMD au cours des différents séminaires. D'ailleurs, ajoute-t-il, les premiers résultats d'évaluation sont disponibles depuis le 30 juin dernier. Les représentants de l'université Nangui Abrogwa indiquent que des dispositions sécuritaires ont été prises pour permettre aux étudiants de suivre les cours et d'achever le programme d'ici à fin juillet 2013. Cette tournée de l'ANAPROCAJOU, l'Association nationale des producteurs d'Anacad, cette association était sur le terrain pour s'imprégner des difficultés des producteurs et leur faire part des nouvelles réformes entreprises pour améliorer leurs conditions de travail. Herman Niamien, une fois encore, sollicité. Touré François et Bamba Souleymane sont respectivement planteurs d'Anacad et responsables de coopératives. La deuil qu'ils mettent pour l'un dans l'entretien de sa plantation et pour l'autre dans la gestion de sa coopérative cache un mal profond. Le fruit de leur labeur, disent-ils, n'est pas rémunéré à sa juste valeur. Souvent la télévision, elle ne te parle le prix, tu es content d'arriver ici. Si le chien ici, là, te dit non, bon, si on dit à la télévision, c'est pas ça. Parce que nous, on paye vous, maintenant on paye le transport, on paye le carburant. Donc ça fait que souvent on est découragé. Quand on finit de cueillir, on nous recommande de faire les tris, on sèche. Mais maintenant, pour commercialiser, maintenant, c'est tout un tas de problèmes. Maintenant, les gars viennent prendre ça à un prix dérisoire. 100 francs CFA ou parfois même 50 francs CFA, c'est le prix auquel se négocie le kilogramme de noix de cajou. Pourtant, les prix fixés par l'État de Côte d'Ivoire sont de 200 francs CFA le kilogramme Beauchamp et de 235 francs CFA en magasin. À cette situation déjà difficile s'ajoute le non-respect par certains producteurs des normes de qualité. Pour corriger ces dysfonctionnements, l'ANAPROCAJOU, l'association nationale des producteurs de cajou, a initié une tournée dans les zones productrices de noix de cajou. Objectif, s'imprégner des difficultés des producteurs
et leur faire part des réformes en cours pour l'amélioration de leurs conditions de travail et leurs revenus. Sans la transformation, rien ne peut nous réussir à travers cette filière. Et nous voulons sortir totalement de la différence des ventes de noix de cajou bruts et passer à la transformation. Et des grandes décisions ont été déjà prises, des contacts ont été déjà pris pour que l'Anaprocajou accompagne ses membres, ses coopératives à aller jusqu'à la transformation. Avec 700 000 tonnes déjà écoulées au cours de cette campagne 2013, la Côte d'Ivoire se classe au premier rang africain des pays producteurs de noix de cajou. La CFA, la Caisse d'épargne et de financement agricole et la COPAGA, coopérative agricole de Gabiadji, font leur bilan jugé positif. Plus de 80 millions de francs CFA remis aux producteurs. Le point avec Thérèse Tapé-Yoboué. 6 000 tonnes de la COPAGA, coopérative agricole de Gabiadji, ont engendré ce bénéfice de 80 millions. Les membres du conseil d'administration de cette structure ont exprimé leur satisfaction aux coopérateurs malgré quelques difficultés liées au mauvais état des pistes de collecte et des coûts élevés des intrants. Ils ont surtout appelé la jeunesse déscolarisée à faire du retour à la terre une réalité. Que tout le monde s'intéresse au retour à la terre, que la jeunesse fasse en sorte que ceux qui n'ont pas eu la chance d'être intégrés dans un bureau ou bien dans l'administration puissent initier autre chose pour avoir gagner leur vie. Une autre structure qui fait la fierté des producteurs de Gabiadji, la CFA, Caisse d'épargne et de financement agricole, pour aider les producteurs de café et cacao à l'épargne. Pour l'exercice 2013, ses dirigeants tablent sur un dépôt d'1,5 milliard pour 4 000 sociétaires. Et hors de la Côte d'Ivoire, l'état d'urgence qui était en vigueur au Mali depuis le 12 janvier a été levé samedi à la veille du lancement de la campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle du 28 juillet. L'armée malienne est entrée vendredi pour la première fois depuis plus d'1 an dans Kidal, ville du nord du Mali, occupée par des djihadistes puis des rebelles Touaregs. Et restons toujours au Mali où il est question de justice pour ouvrir la page consacrée aux autres faits marquants de l'actualité sur le continent. Au Mali, l'Assemblée nationale a voté la levée de l'immunité de 9 députés, dont 6 Touaregs, membres des mouvements rebelles dans le nord du pays et qui font l'objet de mandats d'arrêt internationaux récemment lancés par la justice malienne. Parmi les 9 députés visés, également 2 candidats à la présidentielle prévue le 28 juillet, cités l'un dans un scandale financier, l'autre dans une affaire de meurtre. Tous devront répondre de leurs actes devant la justice malienne. Les élections présidentielles, législatives et municipales au Zimbabwe se tiendront bien le 31 juillet. La Cour constitutionnelle a tranché jeudi en faveur du président Robert Mugabe, 82 ans, dont 33 ans à la tête du pays. Son rival historique, Morgan Tsvangirai, réclamait un report de 2 semaines pour le bon déroulement des élections. C'est une nouvelle victoire pour Robert Mugabe qui, grâce à la nouvelle constitution, peut espérer rester à la tête du pays pour les 10 prochaines années. Les grands hommes n'ont pas toujours les héritiers qu'ils méritent. La phrase est de George Bizos, l'ex-compagnon de lutte de Nelson Mandela, et reflète assez bien les gros titres de la presse sud-africaine de ce vendredi. Alors que Nelson Mandela est toujours sous assistance respiratoire, le feuilleton des disputes de son clan continue. Vendredi, les héritiers se déchiraient pour savoir qui était le plus légitime pour incarner la mémoire de l'ex-président. La présidence sud-africaine, elle, a jugé regrettable les dissensions au sein de la famille et a pris ses distances. C'est le premier Africain à revêtir le maillot jaune. Premier au classement général à l'issue de l'étape de jeudi, le Sud-Africain Daryl Impey a placé le cyclisme de son pays dans la lumière du Tour de France. C'est un rêve qui devient réalité, un moment magique. C'est un grand jour pour l'Afrique du Sud et pour le cyclisme en Afrique. Avec cette victoire, Daryl Impey espère populariser le cyclisme en Afrique du Sud, où il est loin d'être un sport majeur. Et en Égypte, hier, 25 personnes sont mortes dans le pays, dont 19 en marge de manifestations. Une nouvelle journée de violence est à craindre. Les islamistes ont appelé tout ce samedi à de nouvelles manifestations pacifiques en soutien au président Mohamed Morsi, renversé par l'armée.
Rappelons que la commune de Sinématiali a accueilli ce matin le président dans une ferveur populaire. Et comme partout, le président est passé, il a insisté sur la paix, la réconciliation, le rassemblement de tous. Il a appelé les cadres de Sinématiali à l'union. Ce qui a été fait sur place en témoigne ces images, des images fortes. Tout à l'heure, le président de la République sera à Boundiali. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité.